Fin de match plutôt intéressant. On a l'impression, pour ceux qui sont du côté nigérien, que le match peut-être devrait continuer. On a l'impression de vivre un cauchemar, mais alors que c'est la réalité. Yvan, chers internautes, le match a livré son verdict final. La Tunisie continue donc son bonhomme de chemin sur cette 33e édition et le Nigeria, grandissime favori au regard de la prestation XXL produit en phase de poule, est éliminé. C'est la grosse information du jour, Yvan. Oui, le Nigeria est éliminé, mais une élimination, à mon avis, qui sonne logique au regard du contenu de la rencontre de ce soir face à la Tunisie. Les Nigérians, malheureusement, ont manqué, à mon sens, de beaucoup de choses, de beaucoup d'ingrédients qui leur auraient permis de conjuguer la victoire ou alors de se donner une chance de continuer le parcours dans cette compétition-là face à une équipe valeureuse de la Tunisie qui a été bien organisée tactiquement, bien assise, bien sur le plan psychologique, dans les comportements sur le terrain, très calme. Donc, à mon avis, la qualification de la Tunisie, elle est logique. Dommage pour nos voisins nigérians qui, semble-t-il, sont restés un petit peu encore dans l'euphorie de la phase de poule, oubliant que là, la compétition était passée à une toute autre étape, à un tout autre niveau, et qu'il fallait faire montre de d'autres éléments pour pouvoir espérer aller plus loin dans cette compétition. Et comme on sait, les matchs de haut niveau et dans des compétitions où on a affaire à des matchs à élimination directe, les rencontres se gagnent généralement sur le plan tactique. Et malheureusement pour l'équipe des Super Eagles ce soir, la bataille tactique a été gagnée par les Par Aigles de Carthage. les ailes de Carthage. Et dans ce match, au-delà de volets tirs au but à suspense, on a l'impression qu'on peut coller la même étiquette sur le premier match qui a opposé le Gabon au Burkina Faso. Il y a eu ce carton rouge, Gabon-Burkina Faso. Il y a ce carton rouge Nigeria contre Tunisie. Un carton rouge qui pèse, qui a pesé véritablement sur l'équipe du Nigeria ce soir. Ça n'a pas joué au bonheur des Super Eagles. Déjà à égalité numérique, 11 contre 11, le Niger avait déjà beaucoup de problèmes sur le jeu, notamment sur leur compartiment offensif où ils avaient littéralement du mal à se déployer, mis à mal par un dispositif tactique très bien organisé côté tunisien. Et il va de soi qu'étant réduit à 10, ça allait davantage compliquer les choses pour cette équipe du Nigeria. Mais j'ai envie de dire que ce carton rouge, à mon avis, il est logique. Parce que quand vous revoyez l'action, malheureusement sur ce fait de jeu, Alex Iwobi, qui est pourtant un joueur professionnel de haut niveau, n'a à mon avis pas respecté les fondamentaux qui sied à un joueur de haut niveau dans l'attaque d'un ballon, parce que la première chose que vous devez faire, c'est avant de demander un ballon, c'est de prendre l'information pour essayer de faire un petit peu le point autour par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Mais sur cette action-là, Alex Iwobi malheureusement n'a pas pris l'information. Sinon, il aurait très bien vu qu'à quelques mètres, il y avait le joueur tunisien qui était susceptible justement de l'empêcher de jouer ce ballon. Malheureusement pour lui, au moment de recevoir la balle, il y a justement le Tunisien qui essaye d'intercepter la balle et c'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il a un adversaire qui est au marquage. Et malheureusement pour lui, sur un appui, en essayant de vouloir protéger sa balle, il a son pied qu'il plante au-dessus de la cheville du Tunisien. Donc je pense que le carton rouge, il est nettement mérité pour Alex Iwobi sur cette action, ce qui va naturellement compliquer les choses pour son équipe. Et au final, son équipe va s'incliner. Alors, nous sommes à la fin de ce match, nous sommes à la fin d'une journée qui aura été marquée par des satisfactions et des déceptions. On va se remettre en 5 minutes sur le premier match de Gabon contre le Burkina Faso et dans la dizaine de minutes qui va nous rester, on va s'étaler sur le match qui vient de s'achever entre le Nigeria et la Tunisie. Alors ce Gabon-Burkina Faso, on se replonge tout petit peu dans ce match. Les regrets côté gabonais, on le lisait encore tout à l'heure sous nos yeux, le président de la République qui a salué une équipe gabonaise qui est sortie tête haute de cette compétition. C'est dire que c'est une défaite qui aussi est synonyme d'enseignements à tirer, des leçons à tirer pour le reste des compétitions à venir.
Bien sûr, c'est une équipe des Panthères du Gabon qui est tombée véritablement les armes à la main en termes d'état d'esprit. Elle a démontré sur une telle compétition ce qu'on aimerait voir justement des citoyens qui défendent les couleurs de leur nation. Il faut dire qu'à l'entame de la compétition, ce n'était pas gagné d'avance pour cette équipe du Gabon par rapport aux péripéties qui ont ponctué la préparation et le chemin de cette équipe vers cette Coupe d'Afrique des Nations avec les problèmes de primes, les problèmes d'humeur au sein de la tanière, des joueurs cadres écartés de la tanière. Jusqu'ici, on en ignore quelles étaient véritablement les raisons. Donc, tous ces éléments n'étaient pas de nature à planter un décor de sérénité et de performance a priori pour cette équipe du Gabon, mais elle a su justement surseoir à ces différents facteurs limitants à sa performance pour essayer de juguler un certain nombre de choses et de les convertir à son avantage. Et en démontre la phase de poule qu'ils réussissent à faire en terminant premier de leur poule devant le Ghana, devant le Maroc. Ça, il fallait le faire. Malheureusement, sur cette rencontre-là, ils sont passés à très peu de choses. Ce carton rouge très discutable, à mon avis, leur a posé un gros préjudice dans cette rencontre. Ils réussissent quand même derrière à décrocher l'égalisation en toute fin de match. Malheureusement pour eux, sur les phases de tir au but, la grosse énergie qu'ils ont débouchée justement pour se maintenir à flot dans cette rencontre leur a fait défaut en termes de lucidité. Mais je pense que malgré cette défaite-là, il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction pour l'entraîneur gabonais et ses poulains, Patrice Neveu, oui. et ses poulains. Et j'espère que du côté de la Fédération gabonaise de football, justement, ils vont pouvoir capitaliser sur ces éléments positifs-là pour essayer éventuellement de construire de futurs succès. Oui, vous avez parlé de ce carton rouge qui est tout au moins discutable. Mais là aussi, le pénalty concédé par le Gabon dans le cours du match a été taxé pour certains internautes de ces foot ne pas avoir eu le bénéfice du coup de grâce de l'arbitre. Bon, le pénalty, je pense que le pénalty est beaucoup plus justifié que le carton rouge qui a été donné aux défenseurs gabonais. Parce que sur le pénalty, il y a un peu de naïveté quand même de la part du défenseur gabonais, parce qu'au-delà de la main qu'il met... Mais cette main ne s'accroche pas, Yvan. Quand on revoit les images, cette main se pose juste et le gars a l'impression d'avoir touché le joueur, il enlève au-delà de la main, sa main. Je pense qu'il y a quand même le pied du défenseur gabonais qui accroche le pied de l'attaquant burkinabé. Ce sont à mon avis les éléments qui ont motivé l'arbitre central à siffler le pénalty. Donc pour moi, je pense que le pénalty est beaucoup plus justifié. D'ailleurs, l'attaquant, le joueur burkinabé a manqué son tir, à savoir Bertrand Traoré. Donc derrière, le Gabon était encore 11 contre 11 et ils avaient encore tous les moyens en leur possession pour pouvoir aller au bout de cette rencontre. Malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, c'est cette naïveté sur le carton rouge obtenu. Même si j'estime que c'était sévère, il y a quand même beaucoup de naïveté de la part du défenseur gabonais qui fait une faute dont il peut clairement se passer. Il n'avait absolument pas besoin de faire cette faute-là parce que le joueur n'est pas tant que ça dangereux sur cette action-là. Malheureusement, il a la faiblesse de tirer le maillot, ce qui entraîne un carton rouge. Et derrière, ça a conduit au résultat que ça a conduit. Malheureusement pour eux, ça fait justement partie des enseignements des nations qu'on considère entre guillemets comme étant des petites nations dans ce type de compétition-là. Parce que c'est au gré justement de ce type d'expérience-là qu'on acquiert de ce type de match, qu'on acquiert de l'expérience. Et j'espère que ces expériences-là vont pouvoir leur servir pour les échéances à venir. Alors, vous parlez d'échéances à venir, mais dans ce match qui s'est conclu par l'obligation de les partager, les deux équipes, l'on était obligé, je parle de l'on, l'officiel, était obligé de s'en remettre à l'épreuve fatidique des tirs au but. 7 contre 6, 7 pour le Burkina, 6 pour le Gabon. Le 7e tir a été carrément manqué. C'est comme pour dire que pour arriver au cap de 7, de 6 tirs, c'est avoir traversé la première vague de 5. On a eu des bons tireurs ou des gardiens paresseux tout au moins. Non, je pense que lorsqu'un penalty est bien exécuté, lorsqu'un tir au but est bien exécuté, quelle que soit la qualité du gardien de but, c'est difficile de l'enrayer. Donc je ne pense pas que les gardiens ont été tant que ça. Je ne vais pas parler de paresse, même s'il y a certains tirs au but qui ont été moins bien exécutés justement et qui ont été enrayés. Je pense justement au tir burkinabé enrayé par le gardien gabonais lors du 6-6 qui maintient l'équipe à flot. Malheureusement, derrière pour lui, son coéquipier tire sur la barre
et derrière le Burkinabé inscrit son tir au but. Donc je pense que les gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire sur ces tirs au but parce que soit ça a été manqué, Oui. soit ça a été très bien tiré. Mhm. Mais pour les quelques tirs qui n'ont pas été très bien exécutés, on a très bien vu que les gardiens se sont mis à l'épreuve pour pouvoir mettre à mal les tireurs. Alors, on va donc se dire que le Gabon a été éliminé carrément de cette compétition et c'est donc le Burkina Faso qui va continuer son aventure dans cette édition et dans cette deuxième rencontre des huitièmes de finale du jour, le Nigeria, on le disait encore à l'oreille de nos propos, a été sorti de la compétition. Yvan, la première remarque, on va la faire aussi à nos internautes dont nous chérissons corps et âme, les leaders de sous-poule, carrément, Gabon, Nigeria, out de la compétition. Oui, bien sûr. Et ça confirme simplement une hypothèse Une canne de surprise, qu'on a finalement. évoquée ici. C'est que les réalités des phases de poule ne seront absolument pas les mêmes des phases à élimination directe parce que les équipes jouent quasiment leur suivi de la compétition sur 90 minutes. Autant en phase de poule, on peut se dire qu'on a une marge de manœuvre et donc une marge d'erreur parce qu'on peut perdre un match, on peut faire un match nul, mais tout n'est pas perdu parce qu'on a d'autres matchs pour se rattraper. Autant sur les phases à élimination directe, au terme des 90 minutes, on n'a que 90 minutes pour jouer sa survie dans la compétition. C'est qui en termes de motivation, en termes d'implication, en termes, comment dire, sur le plan de l'atmosphère générale, changer des choses. Et donc, ça donne lieu à des rencontres très disputées, très enlevées. Il n'y a qu'à voir la rencontre entre le Burkina Faso et le Gabon qui a été très, très disputée. Honnêtement, ça a donné lieu à de très beaux matchs et à des surprises d'ailleurs, parce que comme tu l'as dit, les équipes jusqu'ici qui ont terminé première de leur poule n'ont pas pu continuer le parcours et se sont vus stopper net là par des équipes à chaque fois qui n'ont Qui ont pas joué le second rôle ou qualifié. Voilà. en phase de poule. Cela veut simplement dire qu'une fois la phase de poule terminée, c'est une autre compétition qui démarre, c'est une autre préparation quasiment qu'il faut faire au niveau des différents états-majors des équipes pour pouvoir se donner les moyens d'avancer un peu plus dans ces compétitions-là. Après, chaque rencontre a ses réalités. Il y a des péripéties, des facteurs dynamiques et thermodynamiques qui peuvent influencer le cours d'une rencontre, comme le carton rouge dans les deux rencontres qui ont fait pencher la balance à chaque fois pour les équipes qui n'ont pas eu de carton rouge. Donc ce sont des faits de jeu qui peuvent influencer le cours d'une rencontre. Mais toujours est-il que dans cette phase d'élimination directe là, on a eu des surprises jusqu'ici et je suis qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Pas du tout au bout de nos surprises, mais cette équipe nigériane qui est considérée comme l'équipe qui a la deuxième meilleure attaque après le Cameroun, ils ont 6 buts, et les voit jouer 90 minutes, un seul tir cadré, véritablement cadré. Nous sommes passés là, on se demande bien où sont passés leurs attaquants. Les Tunisiens étaient aussi forts défensivement que ça, ou alors, au-delà de ce qu'on peut apporter comme reproche dans le jeu nigérian, ils ont manqué véritablement de finesse et de niaque. Une expression qu'on connaît, qui donne réputation de quelqu'un qui est solide, qui a de la volonté. Ils ont manqué exactement quoi? Ça a été une sorte de pesanteur, alors qu'ils jouent sur un site qu'ils maîtrisent bien. Ils ont même carrément familiarisé avec le grand public de Garoua. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? La première des choses, je pense qu'ils ont rencontré une équipe tunisienne très bien organisée sur le plan défensif, très bien huilée tactiquement, qui leur a posé beaucoup de mal à travers leur organisation et leur discipline tactique. Maintenant, je pense que côté nigérian, ils n'ont forcément pas répété les ingrédients qui ont pourtant fait leur force en phase de poule. Pour moi, qui ai revu l'entièreté de leurs 3 rencontres en phase de poule, c'est une équipe nigériane qui, dans son comportement collectif, dans son déploiement collectif, notamment sur les transitions défensives, lorsqu'elle n'avait pas le ballon, essayait systématiquement d'amorcer un pressing dont son attaquant, dont le nom m'échappe un petit peu, était l'élément déclencheur. Donc, c'est-à-dire que dès que le Nigeria perdait le ballon, parce qu'il faut dire que sur la phase de poule, le Nigeria évoluait pratiquement sur toutes ces rencontres en 4-2-3-1 et ça a encore été le cas ce soir face à la Tunisie. Sauf qu'à la différence des matchs de poule, ce soir,
on avait l'impression que le Nigeria avait une certaine fébrilité, une certaine peur dans son jeu, parce que lorsqu'elle n'avait pas le ballon, elle reculait quasi systématiquement, ce qui naturellement, on sait que les équipes maghrébines sont généralement très à l'aise sur le plan technique et tactiquement, elles sont parfois très très futées. Lorsque vous leur donnez de l'espace, vous leur donnez du temps pour pouvoir dérouler leur jeu, elles prennent confiance au fil de la rencontre et elles peuvent vous faire très très mal. Et on a d'ailleurs vu sur cette rencontre-là, le Nigeria qui sur l'entièreté de la rencontre n'a pas pu au niveau de son comportement collectif modifier un certain nombre de choses pour pouvoir mettre un petit peu de l'intensité, imposer un combat physique à cette équipe tunisienne, parce qu'on sait que les équipes qui viennent du nord de l'Afrique justement détestent le combat physique, parce que lorsque vous allez leur imposer ce combat physique, elles perdent de la lucidité sur le plan tactique et donc en termes de qualité dans le jeu. Malheureusement, le Nigeria a manqué de tous ces éléments-là dans son jeu ce soir, ce qui a pesé à côté de cela à l'avantage de la Tunisie, oui. Et donc le résultat qu'on a observé à la fin de la rencontre me semble être logique au regard du contenu des rencontres des deux équipes. La surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations continue à battre ses ailes. Eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui nous prennent à l'instant, chers internautes, que le Burkina Faso est qualifié pour les quarts, le Gabon éliminé, le Nigeria éliminé, la Tunisie qualifiée. Mais c'est incroyable dans la projection des matchs de demain pour la continuité de ces huitièmes de finale, cette Gambie qui a battu la Tunisie, on a causé tout à l'heure pendant qu'on regardait le match Yvan, cette Gambie qui a battu la Tunisie se croise les fers demain contre la Guinée. Là aussi, vous avez dit dans vos propos, j'allais dire prophétiques, je n'en abuse, que c'est un match qui confère du 50-50, véritablement équilibré, et le meilleur va gagner. Oui, c'est une rencontre qui se profile a priori dans la configuration de la rencontre entre Gabon, le Burkina Faso et le Burkina Faso. Oui. Je pense que ça donnera lieu à un très beau match de football entre deux équipes qui, sur le papier, se valent, qui ont montré de très belles choses au niveau des phases de poule et qui ont des ambitions dans cette compétition-là, parce que ça a été quand même une surprise de voir la Gambie terminer première de sa poule. On attendait peut-être un peu plus de la Guinée, mais elle a montré de très très belles choses dans une équipe en tenant par exemple en échec le Sénégal, qui n'a pas pu inscrire le moins de buts face à elle en phase de poule. C'est dit que c'est une équipe qui a de la qualité, et donc lorsque deux équipes dans un tel profil s'affrontent dans une phase d'élimination directe avec une sorte d'insouciance qui peut leur caractériser, parce que ce sont deux équipes qui ne sont pas très rompues à ce niveau de la compétition. S'agissant de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ça peut donner lieu à des rencontres très âpres, très disputées, et je pense que le scénario de cette rencontre demain ne va pas nous desservir au niveau de nos appréhensions et des différentes projections que nous sommes en train de faire. Why guy do it? Les champions de l'Afrique. Allez, welcome to Cameroun. Ça va se jouer et le meilleur va gagner. Personne ne bouge. Assez Manoron. Gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, welcome to Cameroun. Gagner, c'est la fête au Cameroun. Gagner, welcome to Cameroun. C'est foot, c'est une histoire de direct, c'est aussi une histoire de famille. Et puis on revient à l'antenne après ce départ presque brusque, mais aussi là, on se comprend pour le meilleur. On se donne de vous donner de très belles images tout au long de cette émission. Guinée-Gambie, donc c'est demain à partir de 17h. Et puis le match qui nous tient en haleine, c'est le rendez-vous des Lions indomptables contre les Comoriens. Pour demain, on en a longuement parlé sur cette affiche.
Mais peut-être ce qu'on peut encore ressortir comme information dans cette affiche, c'est les cas Covid. Les cas Covid qui sont en train de décimer à la limite l'effectif des Comores qui, aux dernières nouvelles, se pourraient, conditionnel à la honte en ce sens, de jouer, qui n'ont pas de gardien pour l'instant. Alors, quelles sont les dernières informations, Yvan? Vous êtes très introduit dans ces différentes délégations via votre carnet d'adresses. On a donc ces cas Covid des Comoriens, on s'achemine à un forfait, à des incertitudes. Bref, je me mets à la peau des internautes qui nous écoutent actuellement. Non, déjà, il faut écarter la thèse du forfait parce que justement, la CAF, au niveau du règlement de la compétition, a anticipé un petit peu par rapport à ces différents cas Covid qui pouvaient impacter les différentes sélections en élargissant les groupes potentiels de joueurs qui pouvaient prendre part à la compétition en passant de 23 à 28 joueurs. Là, c'est vrai que c'est une rencontre qui s'annonce dans un contexte particulier avec une équipe des Comores qui est décimée quasiment de moitié par une contamination au coronavirus. On parle de 12 joueurs. Les 3 gardiens jusqu'ici semblent être forfaits pour cette rencontre de demain, eu égard justement à cette contamination. C'est peut-être ça la plus grosse inquiétude parce ils risquent de ne pas avoir de véritable gardien de but. Mais pour le reste de l'effectif, il y a 16 joueurs qui sont potentiellement opérationnels à pouvoir disputer cette rencontre-là, ce qui de fait donne droit à la rencontre de pouvoir se tenir. Maintenant, on va en attendre de voir d'ici à demain pour voir s'il y aura des évolutions au niveau des informations s'agissant justement des cas Covid côté comorien. Mais j'ai envie de dire, si je peux me permettre de faire un commentaire par rapport à cela, c'est que l'euphorie, ils se sont malheureusement laissés emporter par l'euphorie de leur qualification qui quelque part était presque inespérée parce qu'avant la dernière journée, malgré le fait qu'ils aient 2 jours avant déjà disputé leur 3e et dernier match de phase de poule et ils ne savaient pas encore s'ils pouvaient continuer la compétition ou pas avec un goal de différence défavorable. Finalement, ils ont appris qu'ils devaient poursuivre la compétition. Ils se sont laissés entraîner par le piège de la communion justement avec certains de leurs supporters. Et je pense que c'est justement là la brèche qui a laissé pénétrer la contamination au coronavirus et le cataclysme qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, dans quel état d'esprit cette équipe comorienne abordera le match de demain face au Cameroun? Forcément, un petit peu emprunté sur le plan psychologique, perturbé quelque part dans sa préparation parce que l'encadrement technique a 12 de ces éléments sur lesquels ils sont sûrs de ne pas pouvoir compter, ce qui fausse totalement les plans dans la préparation de cette rencontre-là. Mais j'espère que côté Cameroun, on ne va pas justement tomber dans le piège de la facilité en pensant que, parce qu'à priori, il n'y a pas de gardien de but de formation ou alors de prédilection qui prendra part à la rencontre, malgré le désastre qu'est en train de commettre le Covid dans cette tanière. Ils vont espérer pouvoir penser que la partie sera facile. Il faudra rester concerné, il faudra rester professionnel et jouer ce match avec tout l'engagement et tout le professionnalisme qui s'y est pour essayer de mettre le maximum de chance de son côté et se qualifier pour ces quarts de finale. Alors, Yvan, ce que je vais poser, c'est une question que je prends comme ça, qui va certainement aussi intéresser les internautes. Dans une équipe de football, est-ce qu'il y a des joueurs dont l'entraîneur peut avoir une idée de leur permettre d'entrer dans des formations spécifiques comme gardien de but, comme c'est le cas du Comore? Bon, on a l'habitude de dire qu'un impossible nul n'est tenu. Lorsque vous êtes pris de court par un tel événement, vous êtes forcément obligé. Est-ce qu'il est possible qu'il forme un gardien de but en 2 jours? Oui, j'ai pas formé un gardien de but. Le mettre quand même dans des prédispositions. Oui, bien sûr. Et j'ai d'ailleurs écouté des réactions en provenance de la tanière comorienne dans ce sens-là, qui dit justement qu'ils ont tester un certain nombre de joueurs au poste de gardien de but parce qu'ils ne vont pas non plus jouer un match sans véritable gardien de but. Donc ce sera une mesure palliative avec tout ce que cela comporte comme limite en termes de qualité. Mais malheureusement, ça fait partie des réalités contextuelles de cette compétition-là. Avant le début de la compétition, je vous avais dit ici que le Covid devait être un élément central, fondamental et peut-être un élément de décision dans la
performance de certaines Tout à équipes fait. dans cette compétition aussi. Le cas du Comore en est un exemple patent, malheureusement pour eux. Donc on attend de voir demain ce que va donner la physionomie de cette rencontre-là. Mais ce qui est sûr, c'est que d'emblée, cette équipe part nettement diminuée dans cette confrontation face au pays organisateur. Le pays organisateur, donc, qui a le meilleur buteur, Vincent Aboubakar. J'évoque son nom ce soir, pas pour porter critique, mais pour dire qu'il est encore plus motivé. Lui qui a fêté il y a quelques heures 1 an de plus. C'est comme pour dire que, pour nous dire merci de tous les souhaits qu'il a eu des Camerounais, il va falloir qu'il marque encore demain. Ou peut-être pas marqué, même si ce serait bien qu'il continue sur sa lancée d'inscrire pour un 4e match consécutif au moins un but, mais au moins qu'il réussisse un grand match et qu'il permette à son équipe de comporter son biais pour les quarts de finale de la compétition, parce que le plus important reste la performance collective. Si au-delà de la performance collective positive, il peut s'en sortir également sur le plan individuel avec une ligne de stats supplémentaire, ce serait une bonne chose, parce que c'est toujours une merveilleuse chose pour un attaquant d'inscrire un but dans une compétition, parce que ça lui permet de rester en confiance. Et on sait qu'actuellement, Vincent Baka doit avoir certainement le moral au très beau fixe. Il doit avoir fait le plein de confiance avec ses 5 buts en phase de poule. Il a été désigné meilleur joueur des phases de poule par la Confédération africaine de football. Ce sont, à mon avis, autant d'éléments qui puissent lui permettre de se maintenir un certain boost en termes d'état d'esprit et lui permettre de donner le meilleur de lui pour cette rencontre de demain en tant que capitaine de la sélection nationale face à cette équipe. Allez, une autre surprise pour les internautes, c'est que tous les calculs des Camerounais sont tombés carrément dans l'eau pour ceux qui estimaient qu'une fois en finale, si Dieu permet aux Camerounais d'y accéder, il était pour mieux pour certains qui sont lancés dans l'exercice de ligue dans la boule de cristal que le Cameroun rencontre le Nigeria en finale. Peu importe pour vous, Ivan, l'adversaire qui vient du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est de l'Afrique, vous, dans un premier temps, c'est d'abord que le Cameroun soit en finale. Maintenant, l'adversaire, on le tiendra, quelle que sera son identité. Bien sûr, pour aller au bout d'une telle compétition, il faut être prêt à affronter les meilleures équipes. Et parfois, il est mieux de les rencontrer un peu tôt dans la compétition. Donc, rendu à cette étape des phases d'élimination directe, les calculs n'ont plus trop leur place, quelle que soit l'adversaire, on doit être prêt à l'affronter. Et le Cameroun, qui a eu à aller gagner des trophées dans des conditions périlleuses à l'extérieur, doit certainement être préparé à ce type d'échéance-là. Donc, quel que soit l'adversaire, je pense que Vincent Obaka et ses coéquipiers seront prêts à en découdre et d'essayer d'honorer le vert au jaune. D'accord. On va donc se dire et se quitter avec ces mots et se donner rendez-vous demain à la même heure pour le même exercice. Chers Séfoutistes, nous vous en remercions énormément. Vos commentaires nous interpellent à un peu plus de rigueur et de professionnalisme dans le travail. Nous allons user de tous les moyens pour vous donner le meilleur de l'information de foot liée à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mon cher Ivan, merci d'avoir laissé vos responsabilités professionnelles pour venir encore prêter de votre voix et de votre expertise avérée au plaisir de nos internautes. Merci Ludo, ce serait toujours un plaisir qu'on remettra à chaque fois au plaisir de nos internautes. À vous donc, mesdames, portez-vous bien et surtout mettez douce la pédale. On se retrouve à demain. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun pour ce match des 8e face aux Comores.